Priorité santé. Claire Hédon. Bonjour à tous. Cette semaine s'est déroulée la journée mondiale de l'asthme. Cette maladie chronique touche plus de 334 millions de personnes dans le monde. Plus de 80% des décès dus à l'asthme sont enregistrés dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Malgré les progrès des traitements, elle demeure un problème de santé publique majeur. Si on prend l'exemple de la France, moins de la moitié des patients suivent en fait correctement leur traitement. Alors justement, comment bien contrôler son asthme au quotidien? Peut-on vivre normalement quand on est asthmatique? Quelles sont les avancées dans les traitements? C'est ce qu'on va voir avec mon invité aujourd'hui, le docteur Bernard Pigerias, qui est pneumologue allergologue à Nice, secrétaire général, chargé des relations internationales de la Société de pneumologie de langue française. Nous aurons également au téléphone dans cette émission le docteur Stéphane Adambounou, qui est pneumologue et spécialiste en pathologie respiratoire liée au sommeil du CHU de Lomé au Togo. Et en fin d'émission, on parlera du prix Griffuel de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer. RFI. Docteur Bernard Pigerias, bonjour. Bonjour Claire Hédon. Comment se manifeste une crise d'asthme ? Une crise d'asthme, c'est d'abord la perte du souffle. C'est pour ça que mon maître me disait que c'était la maladie la plus humaine des maladies de l'homme, puisqu'on perd son souffle. Et pour une raison très particulière, c'est que les bronches se serrent, se ferment, mais, et c'est toute la particularité de l'asthme par rapport aux autres pathologies respiratoires, ont la particularité de se rouvrir avec un traitement qui est l'adrénaline tout simplement. Mais comment reconnaître une crise d'asthme par rapport à, je sais pas, la vie quotidienne, une toux, une difficulté respiratoire ? La question est fondamentale puisque c'est tout l'art du diagnostic médical. D'abord, on ne devrait pas dire asthme tout court, on devrait dire asthme bronchique pour bien signaler qu'il s'agit d'une dyspnée, asthme, un souffle coupé en grec, souffle coupé à cause de problèmes bronchiques. Si l'en face, nos amis cardiologues pourraient parler et devraient parler d'asthme cardiaque lorsque la dyspnée, l'essoufflement est d'origine cardiaque. Donc pour nous, et surtout chez les jeunes enfants, il faut faire très attention parce que quelquefois une toux est directement le fait de bronches qui se ferment. Les enfants toussent pour ouvrir les bronches. Donc un test thérapeutique, ça sera de mettre un bronchodilatateur de type adrénaline pour pouvoir les ouvrir. À ce moment-là, on voit la toux qui s'amende. C'est une des formes de diagnostic. Et alors apparemment, c'est à la fois une maladie surdiagnostiquée et sous-diagnostiquée ? Ah, totalement. D'ailleurs, on le voit très bien actuellement. Il y a des grandes surveillances des maladies respiratoires chroniques, en particulier en France, avec le programme SOFIA de la Sécurité sociale. Ils s'aperçoivent en surveillant les malades, parce qu'ils les appellent pour leur demander comment ça se passe, etc. Dès qu'ils voient une prescription de bronchodilatateur, et au moins 1 sur 2, très curieusement, n'est pas réellement asthmatique, parce que n'a jamais eu, et c'est le maître mot après, d'exploration fonctionnelle respiratoire pour confirmer le diagnostic de fermeture des bronches de bronchospasme. Alors justement, c'est quoi cette exploration ? Alors l'exploration de la fonction respiratoire, on va voir comment fonctionne le poumon et comment fonctionnent les deux parties du poumon, c'est-à-dire sa capacité de rentrer et de sortir l'air. Quand la sortie de l'air, c'est-à-dire l'expiration est freinée, mais qu'avec un bronchodilatateur, on peut réouvrir les bronches, donc l'expiration va se renormaliser. Il va y avoir donc une réversibilité de cette altération des débits. À ce moment-là, on pourra dire que c'est vraiment une crise d'asthme. Et comment on fait cette exploration de la fonction respiratoire ? Il y a un appareil particulier pour ça ? Absolument, il y a un appareil qui porte le joli terme de spiromètre, qui est d'ailleurs la mesure du souffle, tout simplement. Et ce spiromètre se mesure donc avec un système qui est toujours électronique, maintenant à la bouche, et on va mesurer les débits des bronches pour savoir s'ils sont altérés. Et alors ça veut dire que cet examen, quand on dit qu'il y a un surdiagnostic, cet examen, il n'est pas fait ? Il n'est pas fait. Alors que c'est tout simple, c'est pas un appareil très cher, si ? Non, c'est-à-dire qu'il y a des appareils en spécialité dont je suis, on a des gros appareils qui coûtent relativement cher, qui s'appellent des plétismographes, ce sont des véritables petites caisses dans lesquelles on met la personne entière, et on peut tout mesurer, mais on peut faire des diagnostics beaucoup plus simplifiés, qui suffisent largement pour la pathologie de base, qui sont des spiromètres avec, on appelle dans notre jargon, des courbes, des bivolumes, peu importe le terme, mais c'est quelque chose de portable et très facile à générer, et surtout, même dans tous les milieux d'Afrique, il pourrait y en avoir dans chaque dispensaire. Et alors, quand vous dites surdiagnostiqué, ça veut dire que les médecins généralistes, ils n'ont pas cet appareil ? Et non, en général, non. Ils ont un tensiomètre, qui est une bonne chose. Ils pourraient avoir un spiromètre. Alors bon, il y a des grandes discussions. Est-ce qu'il faut le réserver aux spécialistes ? Je pense que ça n'a jamais posé de question en cardiologie quand les médecins de famille ont eu des électrocardiogrammes pour commencer à faire les diagnostics de problèmes cardiaques. Et puis après, ils passent la main au cardiologue quand c'est compliqué. Ça devrait être pareil en pneumologie. Quelles sont les causes de l'asthme ?
Alors le trépied de l'asthme, il est très simple, il faut s'en souvenir tout le temps parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir traiter la cause. En médecine, il vaut mieux traiter la cause que de faire de la magie. Et donc, traiter la cause, 3 causes. La première, c'est l'infection, d'où l'importance d'avoir des voies aériennes supérieures extrêmement propres, le nez lavé, etc. Et le traitement des voies aériennes inférieures lorsqu'il y a des bronchites aiguës, tout ce qui relève des pneumopathies, etc. Ça, c'est la cause infectieuse. La deuxième cause, c'est la cause allergène, allergologique. Les allergènes, beaucoup d'asthmatiques sont allergiques à des pneumallergènes, c'est-à-dire des allergènes en suspension dans l'air. Et troisième élément, on pourra en reparler, et troisième élément, c'est fondamental puisqu'il s'agit d'un viscère. Un viscère est innervé par le système sympathique parasympathique, autrement dit le yin-yang de nos amis asiatiques. Et lorsqu'il y a déséquilibre de ce système, on va somatiser, on risque de voir ces bronches se fermer. Et quand on est anxieux, on a les bronches qui se ferment. Et revenons à la sémantique, anxieux, c'est l'angoisse, j'ai quelque chose qui se ferme, on gouillerait, et quand ça se ferme, je respire plus. Et c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, on a souvent entendu que l'asthme était une maladie psychosomatique, et le lien, il serait là avec l'anxiété, tout simplement. Totalement. Et en plus de ça, il va y avoir surévaluation après de l'anxiété, car lorsqu'on va avoir les bronches qui se ferment, eh bien, on est encore plus anxieux de cette limitation des débits. Il y a plusieurs auditeurs qui ont des questions à vous poser, mais peut-être juste avant, ce serait bien de nous dire quels sont les traitements. Alors les traitements, ils sont très simples, mais il faut savoir bien les utiliser et surtout les utiliser dans la durée. La première chose, c'est le bronchospasme. Le bronchospasme, on va le lever par une adrénaline. Alors on a des adrénalines à effet immédiat. Je ne citerai pas de noms commerciaux par éthique commerciale, le salbutamol donc pour parler, ou le terbutaline pour parler des noms chimiques, ce qu'on appelle les dominations communes internationales ou chimiques internationales. Et d'autre part, ça c'est le bronchospasme, c'est la base. Il ne faut pas s'arrêter là parce qu'on n'aura traité qu'une toute petite partie du problème. Le fond du problème, c'est une inflammation de la bronche. Et si on ne traite pas cette inflammation de la bronche avec une cortisone inhalée, on ne traitera pas le fond et on va voir des crises revenir. Le bon traitement, c'est d'éviter les crises. C'est ça l'intérêt. On va voir tout au long de cette émission justement comment éviter les crises, comment bien contrôler son asthme, même si le terme n'est pas toujours très joli. On a Yann qui nous appelle de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Yann, bonjour. Bonjour madame. Bonjour à votre invité. Oui, alors on vous écoute Yann. Madame Claire, en fait, je suis asthmatique depuis tout petit. En fait, en tout début d'âge, on appelait ça bronchite. Quand j'allais à l'hôpital, on me disait je souffrais d'une bronchite aiguë. Et au fur et à mesure qu'on avance, sans grand diagnostic médical, les médecins ont changé de terme, ont commencé à l'appeler asthme. Et du coup, je suis passé asthmatique, de bronchite aiguë à asthmatique. Et au début, à me mettre dans le pain, mais après, j'ai compris ce que c'est que l'asthme. Je me suis habitué et j'ai voulu me faire indépendant de cette maladie, ne plus dépendre totalement de ma ventoline spray. Et je me suis lancé dans un rythme. Je me suis dit, j'arrête avec la poussière, j'arrête avec tout ce qui est glacé. J'ai entamé des sports qui ne dérangent pas vraiment en termes d'allergie. Je fais du footing, je marche beaucoup. Ça m'aide à m'altérer, à être moins stressé. Du coup, depuis 2010, j'ai senti de très, très, très grands changements dans ma vie physique, quoi. Je me sens à l'aise. Et alors, à cela, j'avais 2 questions. Je me dis, aujourd'hui, j'ai œuvré, je continue à œuvrer. Est-ce que dans un futur proche ou lointain, à 40, 50, 70 ans, quand je n'aurai plus de force pour me mettre dans le sport, est-ce que ces crises-là que j'ai perdues depuis 2010 vont réapparaître? Et en deuxième, quel est actuellement le risque? Quel peut être le risque pour ceux qui seront de mes enfants? Est-ce que le potentiel est là, qu'ils soient eux aussi asthmatiques, ou par rapport à mes efforts d'aujourd'hui, je réduis les chances pour eux d'être malades de cette Et Yann, avant que Bernard Apigérias vous réponde, juste une question supplémentaire. J'ai bien compris que vous aviez arrêté la ventoline, mais est-ce que vous avez un traitement de fond ou vous n'avez plus du tout de traitement de fond? Non. Et le traitement de fond, en fait, je ne l'ai jamais eu. Vous l'avez jamais eu? La ventoline en sirop. Vous n'avez jamais eu de traitement de fond? La ventoline en sirop et la ventoline spray qu'on nous a toujours prescrit, notamment. Ma grand-mère, elle est asthmatique depuis toute petite jusqu'à aujourd'hui, 70 ans. Elle est toujours dans la spray, toujours dans la ventoline, plutôt. Ça ne change pas. Alors, docteur Bernard Apigérias, j'imagine que vous avez beaucoup de choses à dire par rapport à ce témoignage d'Yann. C'est tout à fait passionnant, Yann. Merci pour ce témoignage parce que tout est dit là. On va décrypter tout le cours sur l'asthme, vous l'avez déjà fait. Donc, petite enfance, on vous décrit comme étant bronchiteux. Bon, très bien. Et donc, on va vous traiter une bronchite, quelqu'un qui tousse, on lui met quelques antibiotiques, etc., etc. Et tout d'un coup, quelqu'un va enfin poser le diagnostic. La question qui se pose, est-ce que vous avez eu une exploration fonctionnelle? Est-ce qu'on a mesuré votre souffle à un moment donné de votre petite enfance ou de votre adolescence?
Non, il n'y a pas eu d'examen en tant que tel, un examen officiel qui le dit. Non. C'est le terme juste qui change, quoi. Voilà, exactement. Mais ça, c'est passionnant parce qu'effectivement, on passe d'une sémantique à l'autre et on vous a mis une étiquette. Mais sans qu'il y ait de diagnostic probant. Je pense que pour vraiment donner le diagnostic, il faudrait faire une exploration fonctionnelle. Alors maintenant, je vais analyser ce que vous avez dit. Alors par rapport à ce que vous avez imposé et proposé à votre corps d'hygiène, on peut parler d'hygiène. Vous avez fait une hygiène par rapport à la poussière, donc aux allergènes, par rapport aux pneumoallergènes et par rapport à tout l'environnement. L'hygiène environnementale est fondamentale et vous l'avez fait. Et donc, c'est bien sûr, vous êtes protégé. Donc, tout ce qui peut stimuler la bronche en termes d'irritants, c'est la pollution. En termes d'allergènes, ce sont les allergies. À ce moment-là, vous les avez écartés. Donc, vous êtes protégé. Le deuxième élément, c'est que vous avez fait fonctionner votre fonction. La fonction crée l'organe, dit-on en médecine. Et c'est tout à fait vrai, en particulier pour le souffle. Et donc, en imposant à votre corps un exercice physique régulier, vous lui avez proposé de respirer correctement et de ventiler correctement. Progressivement, vous vous êtes éloigné de l'asthme. Les Américains disent que vous respirez dans votre asthme à ce moment-là et vous respirez mieux. Ça, c'est une bonne chose. Et le troisième élément, c'est effectivement, vous avez parlé ensuite de l'absence de traitement de fond, parce que vous n'avez plus besoin. Et je pense que sur l'avenir, si vous tenez le choc à maintenir un minimum d'activité physique, ça ira bien. Cela étant, si vos bronches sont génétiquement déterminées pour être asthmatiques, vous le serez jusqu'à la fin de vos jours. Mais c'est pas un problème. Comme vous l'avez si bien dit, vous allez vivre avec. Et vous allez vivre avec en mettant les médications quand il y en a besoin, et surtout tout l'environnement autour de vous, tel que vous l'avez décrit, un peu de sport, absence de pollution. Et, dernier point, ce stress que vous avez évoqué, vous l'avez fait partir par le sport et par ce choix de vie que vous avez fait. Oui, il y a une belle leçon d'hygiène de vie. Hein. Ah oui, vraiment magnifique. Et la dernière question d'Yann, c'était quels sont les risques pour les enfants, pour ces enfants ? C'est pas directement une maladie génétiquement transmissible, quoique il y a des gènes candidats, comme on les appelle, pour dire tel ou tel gène se transmet et donne une probabilité, une possibilité, c'est tout ce qu'on peut dire, une susceptibilité génétique, on dit, à pouvoir générer de l'asthme. Mais en fait, ça se traduit de la façon suivante. Quand vous êtes dans tel et tel environnement, alors que vous êtes génétiquement déterminé pour faire une crise d'asthme ou de l'asthme, ou générer de l'asthme, vous pouvez le déclarer, cet asthme. Donc quand vous vous éloignez de ces conditions-là, vous aurez moins de problèmes. Je décrirai juste un exemple que j'ai vécu pendant 11 ans d'Afrique. Des personnes qui arrivaient d'Europe, qui n'avaient pas d'asthme, ils arrivent sur l'échelle de Coupé à l'aéroport d'Abidjan où j'étais, et là, crise d'asthme, ils n'avaient rien. La seule différence entre les deux, c'est l'environnement. Et là, génétiquement, ils étaient déterminés pour faire quelque chose. L'environnement a changé, ils font leur crise d'asthme. Donc protégez vos enfants par l'hygiène de vie que vous allez leur transmettre et protégez vos enfants également par la capacité de traitement telle que vous avez su le faire. Merci beaucoup Yann et bravo pour ces règles d'hygiène de vie. Priorité santé sur RFI. Et aujourd'hui, je reçois le docteur Bernard Pigérias, qui est pneumologue allergologue à Nice, et nous parlons de l'asthme. On a Oumar qui nous appelle de Guinée, à Conakry en Guinée. Oumar, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute, Oumar. J'ai l'asthme depuis de ma naissance, donc j'ai 3 petites questions à poser. La première question, l'asthme peut-il être héréditaire? Deuxième question, existe-t-il un traitement curatif local ou bien n'est-il que symptomatique? Troisième question, quelles sont les règles hygiéno-diététiques à suivre? Et je crois que vous avez une question par rapport à la saison des pluies, entre autres, parce que vous avez remarqué que vous faisiez plus de crises à ce moment-là. Oui, le mois de novembre, décembre, janvier. Vous faites plus de crises à ce moment-là et vous vous demandez justement quel est le lien. Alors, docteur Bernard Pigérias, beaucoup de questions. Ah oui, tout à fait, beaucoup de questions. Alors, l'hérédité, on en a parlé un petit peu à l'instant. On hérite de ces gènes, on hérite séparément, on hérite aussi d'un mode de vie. Et je pense que dans cette hérédité, le mode de vie, le mode d'alimentation peut intervenir. Donc, cette hérédité est vraie, elle n'est pas directe. Après, à vous de gérer votre environnement, de vous protéger. Ça, c'est pour l'hérédité. Donc, c'est pas direct, mais c'est réel. Et surtout, j'insiste sur cette modalité, c'est qu'on hérite des modes de vie. C'est pour ça que vous avez des familles qui sont un petit peu plus obèses, parce que tout le monde mange bien. Et c'est un petit peu pareil pour l'asthme. Ensuite, pour les traitements. Alors, pour les traitements, il n'y a pas de traitement curatif au sens où,
à T0 il y a quelque chose, il y a T plus 1 heure, il n'y a plus rien. Non, on est avec c'est ça, on ne peut pas guérir complètement. Voilà, absolument. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des guérisseurs, les médecins, nous sommes des soignants. Voilà, donc vous nous apprenez à vivre avec. Voilà, et avec des outils qui sont exceptionnels, parce que quand vous prenez Proust, quand vous lisez Proust, qui était un très grand asthmatique, on pourrait presque se demander, heureusement qu'on n'a pas pu le traiter, sinon il n'aurait jamais écrit La recherche du temps perdu. Mais ça, c'est un autre problème. Ensuite, les traitements, on a quand même des traitements exceptionnels qui ont changé la donne. Ce sont les thérapeutiques inhalées, donc depuis à peu près 30 ans, et qui ont changé complètement la donne. Moi, il y a 25 ans que je suis à 26 ans, je n'ai plus de tas de mal asthmatiques, comme on les appelait avant, qui arrivaient au cabinet pour le week-end. C'est fini, ça. Il y a quelques cas graves, il ne faut pas les oublier, il faut savoir les décrypter, les rechercher, mais c'est maintenant relativement rarissime. Mais il faut savoir traiter. Donc, on revient à la dualité, bêta-2 mimétique, c'est-à-dire l'adrénaline, vous avez cité tout à l'heure la ventoline, puis c'est devenu presque un terme générique. Et également les cortisones inhalées par voie donc d'inhalation. Au début, il y a 25 ans, on dit oh là là, ça va poser des problèmes. Non, c'est exceptionnel. Parce qu'il faut bien penser, il ne faut pas être corticophobe, c'est que les doses ne sont pas les mêmes que quand vous avalez par la bouche. Quand vous traitez un asthme directement dans les bronches, vous mettez 250 microgrammes 2 fois par jour, à peu près. Il en passe que 10% dans les bronches, dans le sang, pardon. Donc ça fait que 50 microgrammes. Si je veux faire la même efficacité par voie générale, je fais un facteur de 3,0. C'est 10 puissance moins 6 grammes le microgramme et 10 puissance moins 3 grammes le milligramme. Donc il va falloir 20 milligrammes et j'ai 3 zéros de différence, c'est gigantesque. Oui, donc c'est une grosse différence. Oui. Mais ça, là, vous parlez bien de la gestion de la crise. Absolument. Mais ce qui est important aussi, c'est le traitement de fond. Absolument. Et donc vous avez entièrement raison, Claire, il faut que le traitement de fond soit poursuivi. Et donc quand on a un asthme qui perdure, qui n'est pas maîtrisé, plutôt que contrôlé, je préfère, eh bien il faudra, au long cours, utiliser les deux produits associés, bêta-2 mimétique de longue durée d'action maintenant quand on a accès aux médicaments, c'est le problème pour l'Afrique, et associé à la cortisone inhalée. Et alors, Oumar avait aussi une autre question par rapport à la saison des pluies. Il constate qu'il fait plus de crises d'asthme à ce moment-là. Il y a un lien avec l'humidité ? Ah, totalement, c'est vrai. Alors, il y a le même lien qu'il y a l'humidité, en plus ou en moins. C'est-à-dire que certains, ont une hyperréactivité bronchique, que j'ai beaucoup étudié sur place à l'époque, sur l'hyperhygrométrie. On est à 102% d'hygrométrie dans ces moments-là, puisqu'on est quasiment dans l'eau. Et l'inverse pour certaines personnes. C'est totalement l'inverse. C'est pour ça qu'on va avoir des gens qui vont de l'asthme à l'exercice en climat froid et qui feront souvent en climat hyper humide et très chaud un asthme à l'exercice aussi, alors que c'est les opposés. Mais le problème, ce sont les opposés. C'est-à-dire que c'est le contraste, le choc thermo-hygrométrique qui génère la crise. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention. Merci beaucoup, Oumar. J'espère qu'on a bien répondu à vos questions. Docteur Bernard Pigerias, pourquoi ces maladies, l'asthme et les allergies, sont-elles en augmentation ? Ah, c'est la grande question, effectivement, du jour. Oui, bien sûr. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de réponses. La première réponse, très simple, elle est strictement épidémiologique. Quand vous êtes atteint par une épidémie une épidémie, on peut dire, de tuberculose, de bilharziose, d'échinococose, de toutes les oses que vous voulez de toute l'Afrique, de tous les pays en développement, voire en France, à l'époque où il y avait beaucoup de tuberculose, vous n'avez pas le temps de vous occuper de pathologies allergiques. Et quand vous avez une espérance de vie qui a pris 30 ou 40 ans en l'espace de 50 dernières années, il est évident que vous avez d'autres pathologies qui émergent. Je pense que la réalité de la suppression des pathologies infectieuses est sûrement la réalité qui explique l'émergence des pathologies de type allergique. Allergein en grec, ça veut dire allosergein, ça veut dire que je travaille autrement qu'un autre. Mais avant, j'ai toujours travaillé contre quelque chose. Ce qui n'est pas moi est contre moi. Et là, quand c'est une grosse tuberculose ou une grosse lèpre ou des grosses pathologies infectieuses, tout notre corps va se défendre contre ça. Mais quand il n'y a plus ça, tout ce qui n'est pas moi est contre moi, et mon environnement est toujours contre moi, puisque ce n'est pas moi. Donc c'est une des explications. Toute la question de la pollution. Voilà, l'autre question effectivement qui évolue avec la pollution, on l'a aussi dans les pays où il y a beaucoup de pathologies infectieuses. Alors la pollution, je crois que c'est très directement lié du point de vue des causes et donc des conséquences sur l'asthme, c'est que l'hyperréactivité bronchique non spécifique que j'ai évoquée, qui est vraiment le fait quasiment génétique de l'asthme, va être altérée. Il va y avoir une baisse du seuil de réactivité des bronches et donc à tout et à n'importe quoi, et en particulier avec les chocs thermohygrométriques de l'Afrique très chaude par exemple ou de l'Asie du Sud-Est très chaude, il va y avoir génération d'une crise d'asthme uniquement par ce choc thermique. Merci docteur Bernard Pigerias. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations, toujours pour parler de l'asthme, des moyens de prise en charge et aussi des recherches. Retrouvez Priorité Santé après le Flash Info avec Souno Assurance. Souno Assurance, notre métier, l'assurance. 7 milliards de voisins. Priorité Santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de l'asthme à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre cette maladie qui s'est déroulée cette semaine. Et on en parle avec le docteur Bernard Pijérias, qui est pneumologue allergologue à Nice. Il est secrétaire général chargé des relations internationales de la Société de pneumologie de langue française. Et nous avons au téléphone le docteur Stéphane Adambounou, qui est pneumologue, spécialiste en pathologie respiratoire liée au sommeil du CHU de Lomé au Togo. Docteur Adambounou, bonjour. Bonjour Claire Edan. Merci d'être avec nous. Émission, je voudrais dire merci. Je voudrais adresser mes salutations chaleureuses au docteur Bernard Pijérias qui est avec vous. Voilà, parce que vous connaissez. Oui, c'est un de mes maîtres. C'est un de vos maîtres, d'accord. Bonjour Stéphane. Ça veut dire que vous êtes allé donner des cours, Bonjour, docteur Pijérias, vous êtes allé donner des cours en Afrique ou c'est dans l'autre sens? Ils sont venus à Nice. Non, c'est-à-dire qu'on a initié, je pense que c'est une belle nouvelle pour tout le monde, c'est qu'on a initié, Stéphane Adambounou faisait partie de la première génération des pneumologues formés aux pathologies respiratoires du sommeil. Donc on a ici ce qu'on a appelé le CECFRAS, le certificat d'études complémentaires francophones du sommeil, et il fait partie de la première génération. Et je dois les remercier parce qu'ils m'ont honoré en me nommant parrain de leur promotion. Et ces pathologies du sommeil, c'est entre autres l'apnée du sommeil, hein, c'est exactement, ça exactement, c'est ça. C'est une pathologie émergente et gigantesque, et c'est pas parce qu'un pays est en train de se développer qu'il faut pas, et au contraire, il faut répondre à toutes les pathologies qui émergent. Absolument. Docteur Adambounou, est-ce que vous avez des chiffres sur la fréquence de l'asthme au Togo? Alors nous avons mené des études dernièrement au Togo sur la question, et nous pouvons dire que la prévalence de l'asthme est estimée à 8,9 au Togo. Cela dit, il y a une certaine variabilité entre le milieu rural et le milieu urbain. En effet, on a remarqué que la prévalence semble un peu plus élevée en ville qu'en la campagne. Docteur Adambounou, on l'a entendu dans ce qu'on nous ont dit les auditeurs tout à l'heure, et je suis frappée à chaque fois qu'on fait des émissions sur l'asthme, sur le fait que beaucoup ont recours à la ventoline au moment des crises, mais en fait, on en voit assez peu qui prennent un traitement de fond. Est-ce que c'est effectivement un des problèmes auxquels vous êtes confrontés? Absolument, c'est effectivement le problème, une des grandes difficultés que nous avons au Togo. Les patients prennent des médicaments seulement quand ils sont en crise, alors que le traitement le plus intéressant pour le malade asthmatique, c'est justement d'avoir un traitement de fond qui lui éviterait d'avoir de façon fréquente ces crises d'asthme-là. Et cela est inhérent au fait que le traitement n'est pas accessible à la plupart de nos concitoyens. Parce qu'il faut savoir que pour poser le diagnostic, il faut que le patient débourse à peu près 26 000 francs CFA, environ 40 €. Et pour pouvoir honorer le traitement de fond, il doit débourser à peu près 20 000 francs CFA, ce qui va correspondre à 30 € par mois, en sachant que le suivi au Togo est de 35 000 francs. C'est ça. Environ 53 €. Oui, c'est ça. On comprend bien que ce 30 € par mois est trop cher pour le traitement de fond, et du coup, les gens se disent, finalement, je vais gérer que la crise. C'est exactement le problème. Est-ce que vous arrivez à les convaincre, vos patients, justement, là-dessus, ou c'est difficile? Oui, on essaie de les convaincre, mais en même temps, on les comprend. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas acheter les médicaments pour honorer le traitement de fond, mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Il faut dire que depuis environ 3-4 ans, la fréquentation hospitalière des patients asthmatiques a augmenté, a triplé, parce que justement, il y a eu la mise en place de l'assurance maladie universelle qui a permis de prendre en charge, beaucoup de malades asthmatiques. Seulement, ça ne couvre que les fonctionnaires et leurs familles, alors que la majorité des Togolais travaillent dans le secteur informel. C'est intéressant ce que vous dites. Donc pour l'instant, la mise en place de cette couverture maladie universelle, du coup, concerne qu'une certaine partie de la population, et ça a augmenté les consultations parce que du coup, les soins et les traitements sont gratuits dans ces cas-là? Les médicaments ne sont pas gratuits. Le malade n'a qu'à débourser 20%. Ah d'accord. Donc 80% est remboursé. Mais à terme, j'imagine que cette couverture maladie universelle va couvrir toute la population. Oui, je pense que la politique gouvernementale, c'est justement de mettre en place un système qui puisse intégrer les travailleurs du secteur informel. Et donc, on espère que ce système sera rapidement mis en place pour pouvoir justement offrir une meilleure couverture médicale à notre population. Ouais, et soigner tout le monde. Docteur Bernard Pijérias, j'aimerais bien votre réaction à cette question-là, parce que je l'ai dit moi en début d'émission, en France, on sait que simplement la moitié des patients suivent correctement leur traitement, ce traitement de fond dont on parle, et pourtant chez nous, il est pris en charge par la sécurité sociale.
Tout à fait, c'est totalement remboursé à 100%, surtout l'asthmatique, même sévère, qui à ce moment-là, lui, il est totalement remboursé sans passer par les mutuelles. Et donc, très curieusement, vous avez moins de la moitié des gens qui poursuivent leur traitement de fond. Comme quoi, le remboursement ne fait pas tout. Et donc, après, bon, sans parler des gens surdiagnostiqués, comme on a pu l'évoquer préalablement, mais il faut vraiment, dans une prise en charge d'une pathologie chronique, un dialogue singulier, patient-médecin, pour que le traitement soit pris. Ça, c'est vraiment fondamental. Et pourquoi, justement, les patients ne suivent pas leur traitement ? Est-ce Bien, que le médecin n'a ouais. pas assez bien expliqué les choses ? Est-ce que, par exemple, vous, on sent bien que vous passez du temps à expliquer les choses. Est-ce que, du coup, vous voyez dans vos patients qui suivent mieux leur traitement que les autres, ou vous n'avez pas fait d'études de ce genre ? Si, je pense qu'on le voit bien, parce qu'on a quand même les sorties de boîte ou autres qui sont là. Donc, on a même au niveau de la sécurité sociale française, on peut savoir si les gens ont bien retiré les médicaments, encore qu'il faille se méfier, parce qu'ils peuvent les retirer et ne pas les consommer. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Les garder en stock. Absolument. Donc, c'est vrai qu'il est absolument fondamental de bien apprendre la manipulation de l'aérosol, parce que le traitement de fond, c'est l'aérosol, et si on passe pas du temps à manipuler avec eux, ça ne sert à rien. Moi, dans ma pratique, très simplement, je leur donne trois possibilités, 3 coups, si je peux dire. Premier coup, je regarde comment ils font, leur ayant expliqué. Si ça marche pas, ils ont le droit à un deuxième essai, et si ça marche pas, je prends une autre galénique, une autre forme de présentation, parce que je sais que ça sera pas pris. Donc, essayez vraiment de discuter avec le patient, de savoir pourquoi, dans ces cas-là, il ne le prend pas. Oui, absolument. Ouais. Docteur Adam Bounou, quelles sont les autres difficultés que vous rencontrez dans votre pratique pour soigner les patients atteints d'asthme ? Alors, la difficulté, c'est surtout, on va dire qu'on a 2 catégories de personnes. La première catégorie, ce sont les patients qui acceptent facilement la maladie et qui comprennent qu'ils doivent vivre avec. Mais il y a quand même une autre catégorie qui a du mal à accepter que ce soit une maladie chronique. Ils ont au départ un bon traitement de fond, mais ils vont se retourner vers la médecine traditionnelle et ils vont nous arriver plus tard dans un état d'asthme aigu grave. Vous vouliez réagir, Bernard Pizerias ? Tout à fait, parce qu'effectivement, c'est la dimension culturelle de la maladie. Et Stéphane, je crois qu'elle a très bien décrit, ils vont se retourner vers la médecine traditionnelle parce qu'ils vont chercher magiquement une solution définitive. Il faut donc évaluer quel est le fait culturel qui sous-tend le concept de cette maladie dans chaque culture. Ce n'est pas simple. On a la prétention, on va peut-être y arriver au niveau de la Société de technologie de langue française, d'avoir une espèce de vocable qui nous permettrait de savoir quel est le mot qui signifie asthme dans chaque sous-population francophone et non francophone. C'est fondamental parce que quelle est la représentation culturelle de la maladie ? Grand point d'interrogation. On voit bien même France, des tas de personnes dans des pathologies comme ça qui touchent le souffle, la psychosomatique, etc., se tournent vers des pratiques un petit peu, je dis pas ésotériques, mais tout au moins exotiques. Juste une dernière question, docteur Adam Bounou. Quel est le message que vous avez envie de faire passer à la population ? Alors, avant de passer le message, je voudrais réagir sur l'intervention de Pizerias et dire qu'au Togo, l'asthme veut dire gonfin. Alors, gonfin, ça veut dire la maladie qui fait siffler. Voilà. Alors qu'on sait bien que tout ce qui siffle n'est pas l'asthme. Et donc, il y a effectivement des patients qui ont eu, au cours de leur enfance, une maladie, ça peut être une allergie respiratoire, qui ont fait qu'ils ont eu à siffler, mais qui sera comptabilisée sur le compte de l'asthme. Ou bien, ils ont une autre maladie qui n'est pas l'asthme, mais qui vont considérer comme étant de l'asthme, et ils ne vont pas se diriger vers un médecin pour pouvoir confirmer le diagnostic. Et donc, le message que je voudrais donner à l'endroit de la population togolaise, c'est d'abord de rappeler que l'asthme n'est pas une maladie contagieuse, et il n'est pas question d'en avoir honte. Et je voudrais aussi également exhorter le personnel soignant en leur disant qu'il faudrait que le malade asthmatique soit éduqué et formé à l'utilisation des médicaments anti-asthmatiques. Il n'est pas question de prescrire un médicament, un spray ou un discus à un malade et le laisser partir sans lui montrer et s'assurer qu'il est en mesure d'utiliser correctement les médicaments. Parce qu'il y a des patients qui ont de très bons médicaments, mais du fait qu'ils ne manipulent pas correctement ces médicaments-là, ne reçoivent pas le bénéfice attendu. Ça, c'est très important ce que vous dites là, probablement une réaction par rapport à ça, Bernard Pizerias, c'est qu'effectivement, en gros, c'est des médicaments sur lesquels il faut un mode d'emploi. Totalement. C'est pas évident de l'utiliser instantanément. Et on voit très bien quand les gens manipulent. Je prends un exemple tout simple d'un parkinsonien qui va trembler. Il y a certaines galéniques, certains objets de certains supports qu'ils ne pourront pas utiliser. Donc il faut absolument passer par une phase éducative fondamentale. Expliquer aux patients comment on l'utilise. Merci beaucoup, docteur Stéphane Adam Bounou. Je rappelle que vous êtes pneumologue au CHU de Lomé au Togo.
Priorité santé sur RFI. Et aujourd'hui, nous parlons de l'asthme avec le docteur Bernard Pijérias. Et on a en ligne Eugène qui nous appelle de Douala au Cameroun. Eugène, bonjour. Bonjour Claire. On vous écoute. Voilà, Claire, je voudrais expliquer à votre invité. J'ai ma sœur qui a un peu plus de 36 ans maintenant. Elle a fait du sport entre l'âge de 15 ans et 20 ans. Elle a arrêté sans problème. Depuis 3 ans, elle étouffe assez souvent. La régularité est d'à peu près 2 fois par semaine. Elle vit carrément dépendante de la ventoline. Alors, cette situation nous a tellement embêtés que nous sommes régulièrement allés voir des médecins qui ne la soumettent qu'à la ventoline. Alors, je viens de suivre le médecin togolais et puis votre invité. Je voudrais savoir s'ils ont des collègues au Cameroun qui nous orientent vers eux. Et est-ce qu'on peut absolument vivre de la ventoline dans ce genre de cas? Nous avons peur parce que cela lui arrive assez souvent dans la nuit. Supposons que cela lui arrive dans la nuit et que nous n'ayons pas de ventoline. Alors, je veux que le médecin m'explique qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter le pire. Oui, Autre chose, elle a même peur, elle a un peu plus de 36 ans, elle a même peur de concevoir parce que elle se pose des questions comment elle pourrait vivre avec de la grossesse dans ce genre de situation. Ça fait peur, Claire. Alors, Voilà. docteur Bernard Pijérias. Eh bien voilà, on est en face typiquement, Eugène, d'un problème de non prise en charge globale. C'est-à-dire qu'il n'y a que de la ventoline, ça ne suffit pas. Donc là, il faut vraiment que quand vous dirige vers des centres, on pourra vous donner hors antenne éventuellement des noms et des indications pour consulter. Car il faut un traitement de fond à cette personne, à votre sœur. Il n'y a pas de raison que le traitement de fond ne marche pas. Alors ensuite, par rapport aux crises extrêmes, que vous ayez, mais ça je le dis comme ça parce qu'il faut quelquefois avoir en Afrique des solutions rapides et des solutions de sécurité, des graves crises d'asthme se traitent aussi par de la cortisone ponctuellement par voie orale, voire par voie injectable. Mais c'est vraiment ponctuel. Ça c'est pour le cas aigu en pleine nuit. Mais il ne faut pas que ça reprend. Et la récidive veut dire qu'il n'y aura pas eu de traitement de fond mis en place. Donc il faut absolument ventoline et son petit frère à côté, la cortisone inhalée, puisque vous êtes dans les noms de Glaxo, on va dire Bécotide par exemple. Et comment se passe une grossesse quand on a de l'asthme? Il n'y a pas de problème réel dans la grossesse. Je dirais presque que la grossesse protège en partie pas de l'asthme, mais enfin des pathologies respiratoires, puisque la progestérone est un stimulant extraordinaire, la nature est bien faite, des centres respiratoires. Donc la mère, sans s'en apercevoir, hyperventile pour avoir une ventilation efficace par rapport au fœtus qui est en train de croître. Donc c'est pas un vrai problème. Par contre, le vrai problème, ça serait de laisser se perdurer ou récidiver les crises, ne serait-ce qui serait délétère pour le fœtus. Donc il faut un traitement de fond, c'est tout. Mais avec un traitement de fond, il n'y a aucun problème pour une grossesse. Donc en fait, ce qu'il faut là, c'est aller consulter un pneumologue. Hein. Absolument. Peut-être que de temps en temps, le généraliste suffit pas là-dessus. C'est ça? Voilà, absolument. Quelquefois, il faut savoir, surtout s'il n'y a eu que de la ventoline, il est évident que ça ne suffit pas. Là. Eugène, on vous rappellera hors antenne pour vous trouver des coordonnées au Cameroun de pneumologue. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Et on a Abdou qui nous appelle de Côme en Italie. Abdou, bonjour. Bonjour Claire. Vous êtes sur les bords du lac de Côme, c'est ça? On vous écoute, Abdou. Oui. Ouais, moi j'ai un problème. J'ai mon grand frère qui a l'asthme au Sénégal. Mais le problème est qu'il fume de trop. Il fume tout. Bon, moi je ne sais pas quel est le rapport entre l'asthme et la cigarette. Oui. Et ça s'est aggravé avec la cigarette aussi, c'est ça? Oui, j'aimerais savoir quel est le rapport entre la cigarette et l'asthme. Alors, docteur Bernard Pijérias, quel est le rapport entre le fait d'être fumeur, la cigarette et l'asthme? C'est quand même très incompatible. Hein. Voilà, en gros. D'abord, c'est pas bon de fumer, c'est voilà. Ça. Alors, soyons clairs, sans mauvais jeu de mots avec Madame Hédon. Eh bien, dans l'asthme, c'est une pathologie de la bronche. Tous les stimulants de la bronche sont délétères pour la bronche, sont toxiques pour la bronche. Tout à l'heure, on a parlé beaucoup de pollution, mais à l'évidence, lorsque la personne a une pollution personnelle telle que le tabac, c'est invraisemblable même de critiquer la pollution atmosphérique extérieure. Ce qui me fait toujours rigoler, si je peux dire, avec un terme un petit peu, c'est quand j'entends quelqu'un qui est très écologiste dans sa vie, et qu'il fume. C'est impossible. C'est impossible. Donc, on parlait tout à l'heure de pollution, rajoutons la pollution intérieure, domestique et personnelle. Donc, la pollution domestique, c'est fondamental
fondamental pour l'Afrique parce que souvent il y a des braseros qui fonctionnent à l'intérieur des maisons. Je pense par exemple à la biomasse qui est utilisée dans tout Madagascar, etc. Donc ça, c'est vraiment fondamental. C'est ça, la fumée de la cigarette n'est pas bonne, mais la fumée aussi du feu n'est pas bonne non plus. Exactement. Et très curieusement, comme c'est la mode aux États-Unis de revenir écolo, et on voit des crises d'asthme déclenchées par tous ces braseros qui sont en train de revenir dans les maisons. C'est assez étonnant. Alors donc, la réponse est claire. Aucun tabac chez l'asthmatique, ça serait la règle du jeu. Sans compter que, s'il a beaucoup fumé, il va sombrer vers l'autre pathologie, la bronchopneumopathie chronique obstructive, la fameuse BPCO, où à ce moment-là, c'est plus la bronche qui est altérée, mais c'est le parenchyme, c'est-à-dire l'alvéole, c'est-à-dire le poumon noble, celui qui fait les échanges gazeux, celui qui permet de délivrer l'oxygène et rejeter le gaz carbonique. Donc la réponse est claire pour notre ami Abdou de Com, qui vit à Com, c'est suppression instantanée de cigarettes. Merci beaucoup Abdou. Donc vraiment pas de tabac. Alors pas de tabac pour celui qui est asthmatique, mais je dirais pas de tabac aussi pour l'entourage. Quand il y a des personnes asthmatiques dans l'entourage, pour les parents, j'imagine que c'est aussi le conseil à donner. Bien sûr, c'est pour éviter le tabagisme passif. De toute façon, maintenant, c'est bien acquis dans toutes les maisons à peu près, c'est que les gens fument sur le balcon. Voilà, exactement. Je voudrais qu'on revienne sur les questions de prévention. Quelles sont les règles justement d'hygiène à avoir chez soi pour éviter justement ces problèmes d'asthme? Alors c'est vrai que c'est vraiment fondamental puisque la pollution principale au final qui nous concerne, c'est là où on vit le plus longtemps. On vit le plus longtemps, c'est chez soi, c'est pas dans la rue. Donc ça, il faut pas l'oublier. Et donc la prévention, c'est une bonne aération de la maison. Et n'oublions pas, tous les pays nordiques aèrent beaucoup. Peut-être que nous, en France, on aère moins. En Afrique également, il faut aérer parce que dans les milieux où on fait de l'air conditionné, j'aime pas dire climatisé parce qu'il faudrait dire sous quel climat on climatise. De l'air conditionné, ouais, c'est pas bon, hein, c'est ça? L'air conditionné, c'est un luxe, c'est une bonne chose parce qu'il est impossible de vivre à 40 degrés en permanence, et donc c'est comme nous le chauffage en Europe, donc il faut le respecter, c'est une très bonne utilisation mais il ne faut pas de choc thermique, et ça c'est vraiment fondamental. Vous me parlez de prévention domestique, le choc thermique d'un individu qui subit par exemple de plein fouet sur son visage l'air de la ventilation de l'air conditionné, ça c'est très toxique. Donc tout ça se gère très bien dans les maisons. Il ne faut pas qu'il y ait de flux d'air froid quand on utilise l'air conditionné dans les maisons directement sur le visage des gens, et en particulier dans la chambre. Attention aussi aux produits toxiques quand on fait le ménage. Alors voilà, ça c'est l'autre aspect effectivement. Là, tout ce qui est tous ces éléments, ce qu'on appelle les ammonium quaternaires, qui vont être volatiles, qui vont risquer irriter les bronches, il faut les éviter. Ensuite. Les fameux acariens, quand vous êtes, et les fameuses moisissures, Alternaria, Candida, quand vous êtes en Afrique, il y a énormément de moisissures, donc il faut vraiment que l'environnement soit bien nettoyé, et les fameux acariens, bien, ils adorent la chaleur, ils adorent l'humidité, donc fatalement, vous en avez beaucoup plus en Afrique qu'ici où je suis à Nice actuellement. Et donc, la prévention de la literie, ça sera très important, aérer, ventiler, mettre au soleil pour que les acariens ne se développent pas. Je voudrais vous faire part d'une question de Jorim qui est à Kinshasa et qui nous dit: est-ce que certaines maladies comme la sinusite peuvent prédisposer à l'asthme? Tout à fait. C'est les voies aériennes supérieures, c'est le début. Moi, je dis toujours que le poumon commence au bout du nez et se termine à la dernière des petites alvéoles. Donc, on ne peut pas imaginer de traiter un asthme si le nez n'est pas nettoyé. C'est un peu un leitmotiv de mes consultations. Il faut absolument que le nez soit propre. La sinusite, alors elle peut être infectieuse avec des bactéries, etc. Elle va infecter le poumon, ou elle peut être strictement le début de l'expression allergique de la pathologie, c'est-à-dire la rhinite allergique, et qui va se transformer en sinusite quand les sinus sont plus inflammés. Et à ce moment-là, ayant le nez bouché, on n'a plus de filtre. N'ayant plus de filtre, on récupère tous les allergènes et bactéries. Juste une dernière question de Matt qui est à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il nous a laissé un message sur Facebook. Il dit: mon chéri souffre de l'asthme, mais moi j'en souffre énormément car à chaque crise j'ai très peur. Comment dois-je réagir lorsqu'il a une crise? Que doivent faire les proches? Les proches, il faut leur aider à bien suivre le traitement de fond, parce qu'un traitement de fond bien suivi fait qu'il y aura quasiment plus de crise, sauf des cas extrêmes des 2-3-4% d'asthmatiques qui seront des cas extrêmes. Mais il n'y en a vraiment que 2-3-4%, c'est pas énorme. Et tous les autres, si le traitement de fond est bien fait, il n'y a pas de souci, ça marchera. On arrive à la fin de cette émission, Dr Bernard Pigérias. Sur quoi portent les recherches aujourd'hui? Alors les recherches en asthme actuellement, elles portent sur les supports des médicaments, parce qu'effectivement, on l'a bien dit tout au long de l'émission, quand on ne sait pas prendre le produit, bien si même le produit est très bon, il ne sera pas utile. Donc le support des médicaments, c'est un énorme champ de recherche, qui revient d'ailleurs très cher à évaluer, mais il est utile parce que toutes ces poudres à inhaler, toutes ces aérosols de doseurs transportables, il
faut que ça marche, il faut que ça arrive à la bronche. Donc trouver quelque chose de plus facilement utilisable. Exactement, et de compliant, d'efficace, quoi. D'efficace au premier degré, que ça soit directement utilisable, sans trop d'explications pour que les gens s'en sortent tout seuls. Et ensuite, il y a la frange de la grande pathologie asthmatique, mais qui correspond à quelques petits pourcentages, mais fondamentaux. C'est les recherches de ce qu'on appelle en anglais le cluster, c'est-à-dire les grappes de patients, dans des trucs très très spécifiques, dans des éléments qui sont des zones de l'inflammation, on appelle ça des interleukines, peu importe le petit nom, qui vont être des médicaments très spécifiques, on appelle ça médecine personnalisée pour tel ou tel champ. Ça correspond à des petits pourcents, mais des médecines qui reviendront excessivement chères. Donc attention, nous ne mélangeons pas tout ce qui relève de l'essentiel, c'est-à-dire une prise en charge globale de la pathologie asthmatique dans la population, et de ce qu'il faudra faire pour les 3 ou 4 ou 5% qui restera à traiter. Merci beaucoup, Dr Bernard Pigerias. Je rappelle que vous êtes pneumologue allergologue à Nice. Vous êtes chargé des relations internationales de la Société de pneumologie de langue française. Merci beaucoup.